Je reçois aujourd'hui le président du gouvernement provisoire en exil kabyle. Donc nous traiterons bien évidemment de la Kabylie, M. Ferhat Meheni, et son porte-parole, le porte-parole du gouvernement provisoire, M. Axel Ahmezian. Au commencement, dites-nous, la Kabylie, c'est quoi exactement? Parce que tout le monde ne connaît pas. La Kabylie a existé avant l'Algérie et probablement qu'elle va survivre à l'Algérie également. Donc il a une profondeur historique qui remonte à la nuit des temps. Et de ce fait, il n'y a eu qu'au temps de la colonisation française qu'elle a perdu sa souveraineté. Jusque-là, la Kabylie était souveraine et s'autogouvernait en fédération. Hein, c'est quelque chose de nouveau pour son temps. Déjà au temps des Romains, la Kabylie était formée des quinquégentiens, c'est-à-dire des 5 fédérations kabyles de l'époque. Ensuite, il a eu à affronter les Turcs, il a eu à affronter par la suite la France, et ce n'est que 27 ans plus tard qu'il a été, après le débarquement à Sidi Ferruch, qui fut particulièrement contrôlé par les Kabyles, hein, que ce n'est que 27 ans plus tard que la Kabylie a été annexée à l'Algérie française, et c'était pour le malheur de la France, parce que la Kabylie n'a jamais accepté d'être annexée à l'Algérie, et une fois que cela fut, la Kabylie s'est jurée de récupérer sa souveraineté. Elle croyait la trouver dans l'indépendance de l'Algérie, et juste après l'indépendance, elle a engagé une autre guerre contre l'Algérie même, de 1963 à 1965, et depuis, elle a essayé de s'intégrer tant bien que mal dans l'Algérie. Cela n'a jamais marché, puisque l'Algérie demandait qu'elle renonce aussi bien à son identité qu'à ses valeurs, à sa langue, à son histoire, et ce qu'elle a toujours refusé, d'où le fait qu'en 2001, les Kabyles ont pris conscience qu'en l'Algérie même, l'Algérie dite indépendante, qu'elles ont fait naître à l'histoire de l'indépendance, s'est retournée contre ses propres enfants. Elle a tiré sur des manifestants kabyles. En 2001. En 2001, voilà. Ça s'appelle le Printemps Noir. Oui. Et ce n'est que 10 ans plus tard que nous avons mis sur pied le gouvernement provisoire kabyle. Auparavant, on demandait juste un statut d'autonomie, de large autonomie. Et puis, chemin faisant, nous nous sommes rendus compte que l'autonomie était un piège et qu'il fallait rectifier le tir et aller direct vers l'indépendance. Alors vous dites dans votre livre que c'est pas seulement de l'arabisation de la Kabylie dont il s'agit, mais son islamisation aussi, parce que... Écoutez, entre l'arabe et l'islam, entre la langue arabe et l'islam, il y a un jeu de vase communicant. L'islam arabise, l'arabe islamise, globalement. Même si il y a des pays laïcs, une idéologie baptiste qui est apparue dans les années 40-50 pour lutter un peu contre les guerres de religion, au Liban notamment, on a créé des pays arabes laïcs et qui était contre l'islamisme à l'époque. Mais en Afrique du Nord, l'arabisme et l'islamisme ont trouvé un terrain de convergence, puisqu'il fallait arabiser à la fois islamiser. Donc voilà le piège dans lequel était tombée la Kabylie. Mais vous oubliez le christianisme. Pardon? Vous oubliez le christianisme, parce que il y a eu une période... Non, la Kabylie a été chrétienne. Oui, voilà, c'est ça. Non. Saint-Augustin était un Kabyle. Voilà. Saint-Augustin était des Chinois. Oui, absolument. Oui. Et donc, en fait, vous dites qu'il y a une forme de résistance. Parmi les formes de résistance des Kabyles face au rouleau compresseur, je dirais, arabo-islamique algérien, une forme de résistance serait de ne pas respecter le ramadan ou de manger du cochon ou de boire de l'alcool. Vous dites ça dans votre livre, je trouvais ça... Je ne pense pas que ce soit vraiment en réaction seulement à la politique algérienne d'arabiser, d'islamiser la Kabylie que ces pratiques existent chez nous. Non, la Kabylie est laïque depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'elle sépare le religieux du politique et de la société en général, ce qui fait que pour nous,
être juif, être chrétien, être bouddhiste, être musulman ne signifie rien. C'est une question de conscience personnelle et que ça n'interfère pas et ça ne s'oppose pas à la vie, au vivre ensemble. Disons. Et que par la suite, dans cette pratique, effectivement, les Kabyles aiment boire, aiment prendre du cochon, de la charcuterie ou autre chose. Oui. C'est leur droit de le faire, c'est leur culture. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas en opposition à d'autres, mais les autres pensent qu'il faut que ces pratiques-là disparaissent au profit d'un rite, au profit d'un dogme religieux. On a le sentiment que le peuple kabyle est très attaché à la liberté, tout de même, hein, beaucoup plus que ses voisins, peut-être. Je me trompe? C'est le point fondamental des Kabyles. Les Kabyles aiment leur liberté. Même entre villages, chacun garde son autonomie, chacun garde sa liberté. Et donc, même entre familles, les individus sont libres les uns par rapport aux autres. Donc, la liberté est à la base du choix de vie et de société des Kabyles. Très bien. Axel Améziane, quel est le poids aujourd'hui des Kabyles en Algérie? Quel pourcentage de la population algérienne, où se trouve-t-il? Comme vous pouvez l'imaginer, ce sont des chiffres qui n'ont jamais eu de véritables statistiques. Hein. Donc il y en a eu dans le temps, hein, les enquêtes qui datent d'ailleurs de la colonisation française en 1921. Un auteur qui s'appelait Douté donnait à peu près 25%, 18 à 25%. Depuis, il n'y a pas de la population algérienne. De la population algérienne. Hein. Donc depuis, il n'y a pas vraiment eu de statistiques fiables. Elles sont interdites d'ailleurs. Hein. Donc on peut estimer, en tout cas, d'après les recoupements qu'on peut faire, qu'il serait autour de 10 à 12 millions, diaspora comprise. Hein, parce qu'il y a énormément de Kabyles il y en a au moins 1,5 million en France, voire plus. Depuis quelques décennies aussi au Canada, etc. Donc on peut estimer raisonnablement qu'il y aurait entre 10 et 12 millions de Kabyles. Voilà. Il y a eu une forme d'assimilation un peu forcée du gouvernement algérien des Kabyles qui ont justement qui se sont installés dans les grandes villes, qui sont sortis de la Kabylie. Est-ce qu'il y a eu une sorte d'assimilation forcée des noms, de la langue Alors, les noms, en fait, ça a commencé avec l'invasion arabe. Hein. Donc, pour survivre, les Berbères, en tout cas d'Afrique du Nord, de manière générale, ont dû se plier et changer de nom. Hein. Ça, c'est très très ancien. Mais les Kabyles qui sont partis dans les autres, ailleurs en Algérie, à l'est et à l'ouest, beaucoup ont quand même conservé une certaine identité, hein, même après 4, 5 générations, voire plus, ils ont gardé une certaine kabilité. Toutes les politiques tendaient à arabiser, à assimiler les Kabyles, si vous voulez, à les dépersonnaliser et à faire en sorte que son territoire se réduise. Comment faire? L'Algérie ne reconnaît pas de provinces. Il n'y a que des départements. Il n'y a pas de région. Donc la Kabylie est exclue de reconnaissance officielle. Et qu'est-ce que fait l'Algérie? Elle redessine les contours des départements et à chaque fois, elle pousse les frontières de l'arabophonie vers l'intérieur de la Kabylie. Quelle est la situation actuelle au point de vue linguistique, culturel? C'est-à-dire, alors moi, on m'a dit, parce que j'ai discuté un peu avec des Algériens, des Kabyles, on m'a dit que finalement, aujourd'hui, en Kabylie, la langue est enseignée et que même les panneaux routiers sont en 2 langues, etc. Est-ce que c'est vrai? Éclairez-nous sur ce sujet, parce que c'est très important. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai et c'est pas vrai en même temps. C'est vrai qu'ils sont peut-être... En fait, il faut déjà revenir à la base du problème. Hein. Vous savez, en 80, la revendication, c'était une revendication identitaire lors des manifestations d'avril 80, et c'était en fait le berbère. À l'époque, on parlait du berbère langue nationale. C'est pour ça qu'on l'appelle le printemps berbère. Les revendications étaient de cet ordre. Hein. Donc le le régime a fermé les portes. Il n'était pas question d'accepter quoi que ce soit. Le rare cours qui était accepté à l'université d'Alger était fermé en 1967. Il était fait par Mouloud. Et donc il y a eu une véritable répression, une fermeture à ce niveau-là. Donc, chemin faisant, en 80, 86, etc., ils ont senti qu'il y avait une urgence à ouvrir un petit peu les vannes. Donc, ils ont commencé à lancer une sorte de débat, mais ils l'ont très vite orienté
dans des directions des chemins sans issue, on va dire. Hein. Donc ils ont très vite commencé par parler de... Il y a d'ailleurs un élément qui est très très net, qui nous explique un petit peu l'enjeu de la question, c'est que très vite les islamistes se sont saisis de la question et ont voulu imposer les caractères dans lesquels le kabyle allait s'écrire. Hein. D'autres, bien évidemment, la tradition la plus ancienne étant celle des caractères latins, donc écrit comme vous l'avez dans le livre que je viens de... Voilà, dans les caractères latins aménagés. Et donc, voilà, l'enjeu était aussi de cette... Donc, ils voulaient imposer le caractère... Ils voulaient, voilà, donc en fait, on voulait arabiser le kabyle et le berbère. Ensuite, c'est posé aussi la question du kabyle. On nous dit souvent, le kabyle n'est pas une langue. C'est du berbère, c'est du tamazirt. Disons que c'est le fruit un petit peu de cette revendication des années 80, voire des années 90, mais très vite on s'est retrouvé dans une impasse parce qu'en réalité le tamazirt, quand on vous dit le tamazirt ou le berbère, c'est un peu aussi la langue que parlent les Touaregs, c'est aussi la langue que parlent les Chouchas. Mais justement j'allais vous demander, pour éclairer les téléspectateurs, quelle différence y a-t-il entre... Parce qu'en fait en France on confond un peu tout parfois, sauf ceux qui sont très éclairés sur le sujet. Quelle est la différence entre les Kabyles et les Berbères ? En fait, c'est très simple. Tous les Kabyles sont des Berbères, mais tous les Berbères ne sont pas des Kabyles. Voilà. Donc, en fait, les Kabyles sont en Kabylie et les Berbères, il y a plusieurs, j'allais dire, groupes linguistiques au Maroc ou dans l'espace algérien ou en Tunisie, en Libye, etc. Les Touaregs, par exemple, se retrouvent sur 4 ou 5, voire 6 pays, dont le Sahel, etc. Donc, en résumé, c'est un peu berbère, mais qui a ses particularités. C'est une nation. Il y a ses particularités, mais ce sont des langues, en fait. Hein, ce sont des langues. Hein, donc, quand on dit les Berbères, c'est comme quand on dit les Latins ou les Slaves ou les Germaniques, les Anglo-Saxons. C'est exactement la même chose. Il y a autant de peuples berbères que de langues. À ce jour, le kabyle n'est pas reconnu. D'accord. Hein, donc, c'est le berbère. Dès que vous parlez de kabyle, on vous dit non, vous ne parlez pas de kabyle. Hein. Or, on reproche aux kabyles aussi de se dire qu'ils sont kabyles. Non, il faut dire qu'ils sont algériens. Non, les kabyles s'assument en tant que kabyles. Très bien. Alors, vous dites que vous avez parlé du fait que le gouvernement algérien ne discrimine pas les Kabyles à partir du moment où ils sont utiles, mais pas de pouvoir de décision pour eux. Vous citez dans votre livre, vous donnez des exemples sur le système présidentiel, par exemple, algérien, où vous dites qu'il y a un seul tour, parce qu'avec 2 tours, on a peur qu'il y ait une confrontation entre 2 candidats et que... Ça, c'est pour l'Algérie en général. Oui. Le système algérien ne peut pas tolérer de rivalité interne. Oui. S'ils doivent exister, ils doivent être tués et étouffés dans l'œuf bien avant. Donc, pour qu'il n'y ait pas déchirement des clans entre 2 candidats au 2e tour, il fallait de la cohérence dès le départ, éliminer tous les autres et ne garder que celui qu'on a choisi préalablement pour être président. C'est une sorte de parti unique en fait, c'est une démocratie interne. C'est 2 partis uniques qui continuent à gérer. À se partager l'Algérie. Et qu'en est-il en Kabylie, au point de vue local par exemple? Y a-t-il des élections locales où des Kabyles peuvent gérer leur municipalité ou leur localité? Écoutez, quand il y avait le parti unique, c'était des candidatures individuelles multiples pour des municipales, et c'était du tribalisme. Celui qui avait un village le plus puissant, le plus nombreux, avait la majorité, était élu. Est-ce qu'on le laissait faire Voilà. Mais par la suite, c'est quand il y a eu le pluralisme politique à partir de 1989-90, là, les Kabyles se sont emparés de la démocratie et de la transparence des élections. Donc il n'y avait pas de tricherie. Et c'est pour cela que le régime a opté en fin de compte pour le système de liste pour les législatives, de telle sorte qu'il soit le seul à décider des taux de vote, de voix, pour les candidats qu'il aura choisis lui-même. C'est-à-dire qu'il y a un filtrage. Déjà, le premier bulletin est fait dans la commune, ou dans la boîte, le bureau de vote. Oui. Ensuite, il est transmis à la commune, qui fait une synthèse
des voies, de la commune on transfère à la sous-préfecture qui fait une autre synthèse pour l'ensemble des daïras, et enfin ça monte à la préfecture où là on décide encore du taux qu'il faut pour l'ensemble. Ce qui fait qu'on a hiérarchisé de telle sorte que personne en dehors du pouvoir n'ait le contrôle sur les élections. D'où, depuis un certain temps, les partis politiques kabyles, dans les années 90, se sont mis à négocier le nombre de députés et le nombre d'élus avec le pouvoir lui-même. Et ce qui a décrédibilisé l'ensemble des élections, depuis que le MAC a émergé en 2001, à partir de 2001, la Kabylie boycotte toutes les élections. Et ni Bouteflika, ni l'actuel président n'ont eu de voix en Kabylie. La Kabylie leur tourne le dos et la Kabylie n'envoie plus de députés élus au Parlement. Alors, vous avez donc un projet. Alors, il faut peut-être préciser aux téléspectateurs, vous revendiquez maintenant l'indépendance et non plus l'autonomie. Parce qu'autrefois, c'était plutôt une autonomie par rapport à l'État central algérien. Maintenant, vous êtes, corrigez-moi si je me trompe, vous revendiquez une indépendance totale de la Kabylie. C'est ce que nous revendiquons, effectivement. Vous dites que l'autonomie est un piège. Expliquez-nous. Oui, l'autonomie est un piège, mais c'était un passage obligé pour nous, dans la mesure où nous étions tous, moi-même, qui vous parle, étaient engagés dans la construction d'une algérianité multiple, démocratique, libre, et ainsi de suite. Et finalement, décentralisée. Quand en 2001, on a tiré sur nos enfants, en tant que Kabyles, nous nous sommes retrouvés désespérément seuls. On manifestait pour un Palestinien dans toutes les rues d'Alger, mais on ne manifestait pas pour une centaine de jeunes Kabyles qui venaient d'être tués. C'est à partir de là qu'il y a eu rupture de contrat de confiance entre la Kabylie et le reste de l'Algérie. Et à ce moment-là, nous avons revendiqué une autonomie. C'était la chose la plus... Pardon, vous avez dit autonomie, une indépendance, vous voulez dire? Non. Une autonomie. Une autonomie, parce que nous étions trop investis, nous étions trop investis dans l'algérianité, et la première rupture ne pouvait pas aller tout de suite vers l'indépendance. Il fallait un passage obligé par l'autonomie, le temps de reconstituer un investissement en faveur du peuple kabyle, et à ce moment-là, une fois que c'était fait et que le gouvernement provisoire kabyle fut installé, l'autonomie était dans le rétroviseur du MAC et du gouvernement provisoire kabyle. J'ai dit que c'était un piège parce que nous avons vu que tous les peuples, je me suis déplacé personnellement dans plusieurs pays pour voir des entités autonomes, et j'ai trouvé qu'elles sont toutes ces entités-là, qu'elles aspirent toutes à leur indépendance. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est autonome, c'est difficile d'en sortir par la suite. Et il y a des liens, il y a des contrats sociaux qui sont tissés et qui font que, regardez la Catalogne, ce qui se passe avec l'Espagne, donc, ou bien avec l'Écosse, par exemple, ou les Québécois. Oui. Vous voyez un peu tout cela. Donc si on s'engage dedans, nous savons que les Kabyles, nos enfants, continueront à subir la politique de dépersonnalisation, d'assimilation, et que, en fin de compte, un peuple autonome est un peuple en sursis. Juste, mais qui est sûrement appelé à disparaître à un moment ou à un autre. Alors, vous avez, votre gouvernement a écrit une constitution. Vous m'en avez parlé à quelques minutes avant l'émission, donc c'est en cours, elle n'est pas encore publiée. Je la montre à l'écran, c'est encore provisoire pour le moment, ça va être publié bientôt. Donc, vous avez rédigé une constitution pour rendre plus crédible vos revendications, pour que votre gouvernement provisoire soit un peu plus pris au sérieux. Quelles sont d'ailleurs vos relations avec les différents pays d'Europe ou du monde? La constitution est là pour une projection sur notre avenir, que même les Kabyles puissent avoir à comparer
l'état dans lequel ils sont sous la constitution algérienne et l'aspiration à notre indépendance, ce qu'elle peut leur offrir. Deuxièmement, nous avons effectivement à dire au monde entier ce que nous sommes. Et il n'y a pas mieux pour le dire qu'une constitution. Cette constitution est encore en débat. Elle sera parachevée une fois qu'il y aura un référendum que nous allons organiser par tous les moyens possibles. Donc c'est juste un pas parmi d'autres. Sincèrement, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est l'état de nos prisonniers. Il y a plus de 500 Kabyles en prison. Des prisonniers politiques, donc. Des prisonniers politiques. L'Algérie a changé sa loi le 10 juin dernier pour transformer l'acte d'opposition au régime ou la revendication d'un statut particulier, ne serait-ce que d'un statut particulier pour la Kabylie, comme étant du terrorisme. Donc, il y a eu arrestation et il y a une chasse à l'homme actuellement qui est opérée. J'ai actuellement une liste qui circule chez les services algériens qui est de 4500 personnes encore à arrêter à Tizi Ouzou, plus de 3000 à Bougie, à Fgaïs, et 1500 environ à Souvirt. Il y a actuellement 38 500 Kabyles qui sont interdits de sortir du territoire algérien. Donc la Kabylie est devenue pour les Kabyles qui aiment la Kabylie une prison à ciel ouvert. Et donc ceci nous préoccupe et nous avons saisi un certain nombre d'instances internationales, comme il y a eu aussi adhésion de la Kabylie à l'aspiration d'indépendance de notre peuple. Il y a eu sanction et décision de nous blâmer en nous brûlant vivants. L'année dernière, en 2021, le 9 août, l'Algérie a brûlé la Kabylie avec des drones, avec des ordinateurs, du laser et des matières interdites comme le phosphore. La Kabylie est traitée en ennemi militaire de l'Algérie et non pas en région dissidente. Donc cette situation nous a amené à alarmer, alerter l'opinion internationale, à déposer plainte auprès du Haut-Commissariat aux droits de l'homme et auprès de la Cour pénale internationale. Et nous allons bientôt intervenir à l'examen périodique universel du cas algérien sur la violation des droits de l'homme à Genève. Quelles sont vos relations avec votre gouvernement, donc provisoire, avec les gouvernements occidentaux ou autres d'ailleurs dans le monde? Avant de répondre à la question, je rappellerai quand même que le rapporteur spécial de l'ONU, le rapport a été, la visite qu'il devait effectuer il y a quelques jours a été annulée par l'Algérie de manière unilatérale et que c'est la 9e annulation. Donc on ne veut pas que le rapporteur spécial de l'ONU voit ce qui se passe réellement, voit ce qui se passe dans les prisons, où il se passe vraiment des choses horribles, des viols, des agressions, des tortures, qui sont d'ailleurs officielles, parce que les gens qui ont fait l'objet de ces tortures ont témoigné devant les juges. Alors, oui, pardon. Et juste pour continuer là-dessus, actuellement, il y a une grève de la faim qui est entamée par plus de 200 militants en prison. Voilà, moi je demande je leur apporte mon soutien indéfectible, bien sûr, notre soutien en général, mais je souhaiterais que cette grève ne puisse pas déboucher sur des draps. Oui, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même des gens qui sont en prison depuis quasiment plus de 2 années, qui ne savent pas le motif de leur arrestation et qui n'ont pas été jugés. Ils n'ont pas été jugés et c'est vraiment, c'est devenu quasiment l'arme ultime du régime algérien. En fait, ces arrestations, pour que nous l'expliquions aux téléspectateurs, sont considérées comme sont en fait des prises d'otages, de telle sorte à nous faire chanter, à nous imposer des négociations pour libérer des prisonniers. Il faut renoncer au droit à l'autodétermination du peuple kabyle, ce que nous ne pouvons pas faire. Le pouvoir algérien pense que soit on peut, en faisant des exactions, elle allait nous exacerber et nous amener à prendre le maquis, c'est-à-dire à la faute, ce que nous refusons de faire, ou bien
à ce que nous plions genoux et que nous puissions renoncer à notre projet d'indépendance, ce qui est impossible. Vous considérez donc que prendre le maquis, autrement dit faire une révolte armée, serait un piège? C'est un piège pour nous et ce ne serait pas seulement un piège, c'est parce que aussi ça découle de nos propres valeurs. Oui, vous dites dans votre livre que vous opposez comme des gentlemen. Oui, tout à fait. D'accord. Nous ne sommes pas face à des gentlemen, mais... Oui, effectivement.